21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit en audience la directrice des opérations en Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. En vue de la modernisation de notre système sanitaire, le président de la République supervise la pose de la première pierre de l'Institut national d'hépatovirologie. Au cours d'une déclaration à la presse, le chef de l'État annonce sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience aujourd'hui Madame Vira Sangwa, directrice des opérations en Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale, en visite actuellement dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould-Tah, et du représentant de la Banque mondiale à Nouakchott, M. Mokhtar Cham. Et à sa sortie d'audience, la responsable de la Banque mondiale a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. Nous venons tout juste de sortir d'une réunion avec son Excellence, Monsieur le Président. Nous avons parlé de trois choses principalement. D'abord, nous avons félicité son Excellence, Monsieur le Président, pour la position aujourd'hui qu'il occupe au sein de l'Union africaine. Avec son leadership, nous pensons que nous pouvons, avec cette relation, augmenter encore la relation autour de l'intégration régionale, qui est un thème que son Excellence tient très important pour lui. Et deuxièmement, nous avons parlé évidemment, je crois, une illustration de cette intégration régionale du projet Gas to Power, donc le projet Banda, qui est un projet, comme vous le savez bien, va à 300 MW d'énergie pour la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Et le groupe Banque mondiale, donc la SFI, MIGA et la LIDA, sont en train de financer et d'accompagner le gouvernement, les trois gouvernements sur ce projet. Nous avons tous apprécié, je crois, l'accélération du projet, le fait que le projet est en train d'avancer avec des très bons pas. Nous avons aussi parlé de la question de l'emploi des jeunes, surtout. Je crois que nous avons tous suivi le discours de son Excellence, Monsieur le Président, qui a parlé de la nécessité de rendre de l'emploi des jeunes un idéal important pour l'Afrique, la transformation des ressources naturelles qui donnerait un peu plus d'emploi à des jeunes aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, en Mauritanie, nous avons à peu près 10 000 jeunes qui ont besoin d'emploi toutes les années. Avec toute la richesse de la Mauritanie, le président nous a imploré de travailler un peu plus pour rendre cette richesse transformable en Mauritanie pour donner de l'emploi aux jeunes, principalement. Nous avons aussi parlé et félicité son Excellence pour tout ce qu'il fait dans le domaine du genre. Le fait qu'aujourd'hui, la Mauritanie est un des pays dans le monde arabe qui a une mère femme et tout l'effort qui était en train d'être fait au sein du gouvernement pour rendre la question du genre un peu plus inclusive, mais le fait qu'il faut aussi commencer à la base avec l'école primaire et travailler dans ce cadre. Nous avons évidemment, le groupe de la Banque mondiale est très fier de la relation que nous avons avec le gouvernement mauritanien, avec évidemment Monsieur le ministre du Mayed et aussi le ministre de Finances et tout le gouvernement d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui les relations entre la Mauritanie et la Banque mondiale se renforcent et continuent à se renforcer. C'est le message que notre vice-président a passé à l'équipe de la Mauritanie qui est venue à Washington il y a une semaine. Donc c'était une visite juste pour rendre compte de ce que nous sommes en train de faire avec le gouvernement. Le président de la République a procédé donc ce matin à Tavarzena à la pose de la première pierre de l'Institut national d'hépatovirologie. Cette nouvelle structure sanitaire, dont la fin des travaux est prévue dans une année, répond aux besoins pressants des patients atteints de ces maladies, souvent contraints à l'évacuation à l'étranger. Notre reporter Rabia Deda était sur place et voici son reportage. C'est à Tavarzena que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a procédé à la pose de la première pierre de l'Institut national d'hépatovirologie. Conscient de l'importance de pallier le fléau de l'hépatite qui a atteint dans notre pays entre 15 à 17% de malades, les autorités ont mis en place un programme national de lutte contre l'hépatite.
Cet institut qui aura pour mission de constituer un pôle de référence dans la lutte contre les hépatites et de permettre l'accès à des soins de qualité au profit des patients. Il aura en charge de sensibiliser les populations sur la maladie et réaliser un programme de dépistage et de vaccination. Sur place, le chef de l'État a pu suivre des explications détaillées sur cet institut, notamment sur sa capacité d'hospitalisation qui sera de 20 lits. Cet institut comprendra un service d'endoscopie, un laboratoire équipé selon les normes et une pharmacie qui fournira aux malades le traitement gratuitement. Au cours de la cérémonie organisée pour l'occasion, le ministre de la Santé, M. Ahmed Ould Haddami Ould Jelvoun, a indiqué que cette structure sera une référence nationale en la matière et aura pour mission, outre la lutte contre les hépatites, de coordonner les politiques de diagnostic et de prévention de cette maladie. Cet institut contribuera à la veille sanitaire, par ailleurs a-t-il dit, à la communication, à la formation et à la coopération. Par la suite, le ministre a passé en revue les réalisations accomplies sur ces 5 dernières années dans le domaine de la santé. La pose de la première pierre de cet institut, poursuit-il, confirme l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, à la santé en particulier et à celle des franges vivant dans la précarité. Ce projet, le premier en son genre dans la zone, est exécuté par la Fondation SNIM pour un coût estimé à 1,6 milliard d'ouguiyas. L'administrateur directeur général de la SNIM, M. Mohamed Abdallahi Oulouda'a, a passé en revue les interventions de la Fondation au profit des populations des différentes wilayas, relevant que le financement de cette institution s'inscrit dans le cadre du rôle de la SNIM et visant à réaliser en tant qu'entreprise nationale des projets socio-économiques dans les zones de ses activités, en citant comme exemple la construction de l'hôpital régional de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et dans le reste du pays en général. Notons que cet Institut national d'hépatovirologie aura pour rôle de former un personnel médical national pour la lutte contre ce fléau et qu'il effectuera dans l'avenir des greffes de foie pour les malades. Cette création, elle vient compléter donc le reste des différentes démarches qui ont été réalisées, et particulièrement la vaccination contre l'hépatite B qui n'a démarré qu'en 2009 malheureusement. Donc la création de cet institut est importante à plusieurs niveaux. D'abord, elle va mettre la lumière sur cet aspect du problème de santé qui est un problème qui a toujours été négligé. Elle permettra la prise en charge de ces malades dans des conditions techniques et scientifiques assez rassurantes, et elle permettra aussi de jouer un rôle d'une manière générale dans la formation des ressources humaines nationales compétentes. Rappelons que l'hépatite est une infection de foie due à un virus. Cette maladie expose les sujets atteints à un risque important de décès par cirrhose ou cancer du foie. En marge de la pose de la première pierre de l'Institut national d'hépatovirologie, le président de la République a déclaré à la presse nationale et internationale qu'il se présentera à sa propre succession aux élections présidentielles, soulignant que le dialogue se poursuit en toute transparence et que la prochaine élection présidentielle aura lieu en date prévue. Voici la traduction de cette déclaration avec Cheikh Nasser Saad. Je ne pense pas que le dialogue ait échoué. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a donné toutes les informations relatives aux concertations qui ont eu lieu à ce sujet. L'État et la majorité présidentielle sont sincères quant à la poursuite du dialogue dès qu'ils auront trouvé une partie sérieuse à cet égard. Concernant sa candidature à l'élection présidentielle, le chef de l'État a dit, je cite, « Le collège électoral a été convoqué par décret le 20 avril courant. Les candidatures sont ouvertes pour cette échéance et en tant que président actuel de la République islamique de Mauritanie, je présenterai ma candidature. Si d'aucuns comptent boycotter cette élection, je n'en fais pas partie. » À une question relative aux prétentions de certains qui considèrent que la construction de l'Institut dans la zone de Tevrarzena représente un danger pour la population, le président de la République a répondu, je cite, « Il n'existe pas de danger lié à l'installation de cette infrastructure publique dans cet endroit. Son installation est plutôt un devoir national visant à sauver la vie de nombreux citoyens. Cet endroit est considéré comme un espace de réserve à utiliser par les autorités publiques en cas de nécessité. Suite aux études menées à ce sujet, nous sommes parvenus à la conclusion que c'est le meilleur endroit pour ériger ce centre sanitaire. Quant aux rumeurs évoquant un risque sur la vie des populations, elles relèvent exclusivement du mensonge. La construction prendra en compte tous les critères techniques à prendre en considération dans pareille structure sanitaire.
En conclusion, c'est une installation plus importante que ce que pensent certains. Le chef de l'État a aussi rappelé que par le passé, les places publiques étaient exploitées à des fins personnelles et occupées illégalement par les particuliers qui construisaient des maisons à louer sans que cela ne suscite de telles polémiques. Il a expliqué que la réalisation du dit institut constitue un devoir national pour sauver de nombreuses vies menacées par les maladies du foie et les maladies virales qui sévissent avec une prévalence élevée. Chaque famille a perdu l'un de ses proches du fait de ces maladies, d'où la nécessité de plaider en faveur de toutes les mesures permettant de les affronter, a souligné M. Mohamed Abdelaziz. Il a indiqué que le dialogue se poursuit à tous les niveaux en dépit des tentatives de blocage menées par certains, considérant que les 5 dernières années en sont la preuve. Le président de la République a ajouté que toutes les portes restent ouvertes devant le dialogue et que ce dernier se déroule à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les ministères. Et de dire « Nous sommes prêts à tout dialogue qu'on nous demande et en toute transparence. Nous entendons toutes les demandes impertinentes et c'est notre devoir. Mais nous considérons que toute demande relative au report des élections n'est pas pertinente et ne sert pas le pays, a-t-il déclaré. Rappelant que le report de 2 ans des élections municipales et législatives n'a pas donné de résultats positifs et a conduit à la marginalisation de certains partis qui n'ont pas participé et se sont retrouvés en dehors du jeu politique. Le chef de l'État a conclu en disant que le dialogue se poursuit et que le décret convoquant le collège électoral demeure en vigueur également. Et pour jeter la lumière sur cette importante réalisation sanitaire, nous recevons sur ce plateau professeur Khan Aboubakar, directeur de l'Institut national d'hépatovirologie. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. D'abord, quelles sont les raisons qui ont poussé les autorités du pays à construire cet Institut national d'hépatovirologie? Comme vous avez entendu et vu passer dans l'élément, l'hépatite virale est l'une des infections les plus fréquentes dans le monde. Après, vous avez entre 3 et 6% de la population mondiale qui a déjà été touchée par l'hépatite. Et sur ce pourcentage, vous avez à peu près 350 millions qui vont le porter de manière chronique. Porter de manière chronique, ça veut dire qu'ils font l'infection, ils peuvent avoir de la cirrhose, c'est-à-dire détruire leur foie, et peuvent même avoir un cancer du foie, donc mourir de cela. Les pays, au niveau des pays développés, vous avez un pourcentage de la population qui ne dépasse pas les 2%, qui vivent de manière chronique avec ce virus. Tandis que chez nous, malheureusement, vous avez plus de 15%, on l'estime entre 15 et 17% d'après nos premières statistiques. Et quand vous avez plus de 15 à 17% de votre population qui est exposée à une maladie qui détruit le foie, vous savez que le foie c'est un organe essentiel pour la vie, il fallait répondre de manière urgente à cela. D'où la création de cet institut pour compléter un peu ce qui se faisait avant comme stratégie. Et quelle sera la contribution de cet institut sanitaire une fois achevé pour limiter le taux d'évacuation des malades vers l'étranger? L'institut sera complet, carrément complet, c'est-à-dire qu'au niveau du dépistage, nous pourrons dépister de manière certaine, sans beaucoup avec tout le matériel qu'il faut. Vous savez qu'aujourd'hui, pour dire que vous avez une cirrhose ou que vous avez un cancer, il faut ponctionner le foie ou bien il faut avoir certaines radios spécifiques pour confirmer cela. Nous l'aurons dans cet institut de manière spécifique. Une fois que le diagnostic est confirmé, il faut suivre les malades pour les traiter, savoir à qui on doit donner des médicaments, à qui on doit donner des injections, qui doit être traité par l'endoscopie. Ça va être, cet institut sera équipé cela. Et puis, comme nous aurons un laboratoire qui va pouvoir non seulement dépister les hépatites et savoir la gravité de cette hépatite, nous pourrons nous préparer progressivement à compléter ce laboratoire pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour prélever les organes, pour pouvoir dans un futur peut-être 3 ou 4 ans, pouvoir faire notre transplantation du foie qui est le traitement ultime de cela.
Est-ce qu'il existe un impact négatif sur les populations environnantes de l'Institut? Le président de la République vient d'y répondre. Pas du tout. Si cela existait, les hôpitaux infectieux ou les hôpitaux ne seraient pas implantés en plein dans des villes. L'infection, particulièrement de l'hépatite, peut s'attraper sur 3 mécanismes. Il faut vraiment être au contact du patient pour l'avoir. La première, c'est la transmission entre la mère et l'enfant au moment de l'accouchement. La deuxième, c'est la transmission par voie sexuelle. Donc, il faut vraiment être très proche du conjoint. Et la troisième, c'est les gens qui se piquent par des éléments qui sont souillés. À ce titre, nous pensons que, d'une part, nous sommes en train de récolter la co-infection, c'est-à-dire la transmission entre la mère et l'enfant, mais nous sommes en train aussi de récolter tout ce qu'on avait comme mauvaise habitude avant. Pour vous rassurer que ce n'est pas un problème de promiscuité ou c'est-à-dire de la ville, les premières études qu'on a faites, on a trouvé que les formes où on avait une co-infection entre le virus B et Delta, c'est-à-dire les formes les plus graves, on les trouvait plus dans les régions désertiques, c'est-à-dire là où il y a le moins de monde qu'en ville. Donc c'est vraiment une idée assez fausse que de penser que on peut être contaminé rien qu'en habitant proche. Je rassure les gens, si tel était le cas, nous serions les premiers à ne pas l'implanter là-bas. C'est au contraire pour les aider et d'avoir une médecine de proximité. Pour avoir une médecine de proximité que nous avons choisi cet endroit. Et justement, avez-vous réalisé des études épidémiologiques sur ces infections virales? Oui, ces dernières années, nous avons réalisé 3 sortes d'études. Nous avons réalisé une étude sur les femmes enceintes, parce que comme elles transmettaient, et la transmission est plus grave, parce que plus on est infecté jeune, et plus la maladie est grave. Donc à peu près, on a trouvé qu'il y avait autour de 11% de femmes enceintes qui portaient le virus. Nous avons fait une étude pour tous les donneurs du sang. C'est systématique maintenant. Quand on donne du sang, il faut le tester. Il y a l'hépatite là-dedans. Et il y a une étude générale qui est faite par le professeur Fabiani. Et toutes ces études corroborent qu'on est autour de 15%, ou plus que 15% de prévalence. Professeur Khan Aboubakar, directeur de l'Institut national d'hépatovirologie, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Le Premier ministre, Dr Moulaye Mohamed Laghdaf, a reçu aujourd'hui Dr Moustapha Mekindish, membre des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en visite dans notre pays. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur de cabinet du Premier ministre Ali Yanoul Issa et du chargé de mission à la présidence de la République Abdoulaye Ahmed Dam. Actualité parlementaire à présent, le Sénat a tenu aujourd'hui une séance plénière sous la présidence du sénateur Ba El-Haj Abdoul, vice-président de cette Chambre. La séance a été consacrée à la discussion d'un projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement signé entre notre pays et la Banque européenne d'investissement destiné au financement du projet du câble terrestre de communication en Mauritanie. Le point avec Melika Narli. Au cours de cette séance plénière, les sénateurs ont adopté la convention de crédit entre le gouvernement mauritanien et la Banque européenne d'investissement destinée au financement de l'extension du réseau dorsal terrestre de télécommunications reliant 10 grandes villes ainsi que des localités de plus petite taille situées sur le tracé. Ce réseau interurbain de fibre optique, qui sera situé dans le nord-est, le sud et le sud-est du pays, d'une longueur totale d'environ 1577 km, aura des connexions internationales terrestres aux frontières avec le Mali et le Sénégal. Le montant du prêt s'élève à 15 milliards de guillas. Il permettra d'améliorer la connectivité nationale et de renforcer considérablement la disponibilité et la qualité des services de télécommunications dans le pays, en particulier dans ces zones rurales et reculées. Après la présentation du projet, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Nouvelles Technologies, en charge de la réalisation, M. Ismaël Oulbouïda Oulcher Sidia, a souligné les objectifs de ce projet au plan socio-économique, dont les grands bénéficiaires seront les populations dans les zones éloignées et reculées, qui seront ainsi reliées aux autres wilayas du pays. Les sénateurs ont adopté la ratification du présent projet. Toujours dans le cadre des activités du Sénat, la Commission des affaires économiques et de la planification s'est réunie sous la présidence de M. Mohamed Mahmoud El-Hamma Khattab, son président. À cette réunion a assisté le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Oul-Haddamin.
Des députés ont effectué hier des visites de terrain sur les sites du nouvel aéroport international de Nouakchott pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la centrale électrique au nord de la capitale et l'Université des sciences, des technologies et de médecine. Aminata Khan. Située au nord de la capitale, la centrale électrique hybride fut la seconde étape de la visite des députés supervisée par le ministère de l'Équipement et des Transports. Une visite d'information sur l'état d'avancement des travaux de construction des projets d'infrastructures terrestres entrepris par le ministère de l'Équipement et des Transports. La centrale hybride fonctionne avec du gaz et du gasoil et d'une capacité de 120 MW. Les travaux de construction de la centrale sont financés par la Banque islamique de développement et le Fonds arabe pour le développement économique et social à coût de 130 millions d'euros. Sur place, les députés ont pu suivre un exposé détaillé suivi d'une projection expliquant les aspects d'exécution du projet ainsi que l'état d'avancement des travaux. La fin des visites des projets d'infrastructure terrestre des députés s'est déroulée au campus des sciences et techniques. Là, les députés ont fait le tour des différentes composantes de cet édifice avant de suivre un exposé détaillé sur l'université présenté par les responsables au niveau de cet établissement. Un exposé qui a porté sur les prestations que l'université offrira une fois achevée. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé à Guérou le lancement du séminaire de formation organisé par son département en collaboration avec l'Association des oulémas de Mauritanie sur l'entraide dans l'islam. Moussa Ndiaye. Cette rencontre de Guérou vise à sensibiliser les différents acteurs opérant dans le domaine des affaires islamiques afin qu'ils puissent prendre connaissance du rôle que joue le ministère chargé de l'enseignement originel. Renforcer la solidarité au sein de la Oumma islamique à travers des ateliers de sensibilisation et de concertation à l'intérieur du pays est l'un des objectifs de cet atelier. Prenant la parole à cette occasion, M. Ahmed Oulneni, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a dit que cette rencontre vient accompagner les efforts du gouvernement sur instruction du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, visant à renforcer la cohésion sociale et les valeurs de la tolérance. De son côté, le représentant de la Ligue des oulémas mauritaniens, Cheikh Mohamed Al-Aqb Ouliddou, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette rencontre, qui, dit-il, est une occasion d'échange et de partage. Le maire de la commune de Guérou, M. Cheikh Oummi Ould Haddou, a dit dans son intervention que le choix de Guérou pour abriter cette activité religieuse démontre l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics au département concerné. Au programme de cette rencontre de Guérou, des conférences, des exposés et débats seront animés par plusieurs oulémas et cheikhs de Mahadra dans le but de renforcer les capacités des uns et des autres. Notre pays a célébré aujourd'hui la Journée internationale du livre et des droits d'auteur qui coïncide avec le 23 avril de chaque année. À cette occasion, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a mis en exergue l'importance du livre dans la propagation du savoir et la mémorisation des connaissances et des expériences humaines. Babacar Ndiaye. Conformément aux instructions du président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, ne ménagera aucun effort pour encourager l'édition en Mauritanie. C'est l'occasion pour moi, a-t-elle déclaré en marge de la célébration de la Journée internationale du livre et des droits d'auteur, de saluer dans ce sens les efforts des auteurs mauritaniens. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports mettra ensuite en exergue l'importance du livre dans la propagation du savoir et la mémorisation des connaissances et des expériences humaines. Le livre qui a permis de consigner le génie des ancêtres à travers les siècles, a rappelé Vatmeval Bintou Soueina, reste le plus utile compagnon et le meilleur confident malgré l'avènement de la télévision et de l'Internet. Dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale du livre et des droits d'auteur, 2 conférences ont été présentées par Dr Mahjoub Ould Boya et l'écrivain Zakaria Djibril Sall. Les 2 conférenciers recevront ensuite des distinctions des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, El Bekaï Ould Abdel Malik, et de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,
Vatmeval Mintesouena. Madame Vatmeval Mintesouena a accueilli hier soir à l'aéroport international de Nouakchott notre équipe nationale de football en provenance de l'île Maurice. Les Mourabitoun ont gagné le match au retour dimanche dernier contre l'équipe mauricienne par 2-0. Le match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la phase finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Maroc en 2015. Babacar Beylaba. Il était 18 h hier lorsque l'appareil de la compagnie de Mauritania Airlines a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott. À bord, les Mourabitoun, les membres de la Fédération mauritanienne de football, le staff technique et médical. Des joueurs chaleureusement accueillis par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatmaval Mintesouena, accompagnée par le premier vice-président de la Fédération mauritanienne de football, M. Moussa El Khairi. Les joueurs affichent un grand sourire, heureux de retrouver le pays et la fierté d'avoir réalisé une belle prestation. L'occasion pour la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatmaval Mintesouena, d'indiquer que les Mauritaniens, à leur tête le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, sont fiers de cette victoire. Elle a ajouté que le président de la République a donné des instructions pour apporter l'appui nécessaire à l'équipe. Elle a enfin précisé que son département œuvrera dans l'avenir pour permettre à l'équipe d'améliorer sa prestation et d'être au niveau demandé. Et la réaction des principaux acteurs de cette victoire, au premier rang desquels les joueurs et le sélectionneur national, et on ne peut plus mesurer. Bon, les joueurs ont pratiqué un football, je dirais, très enlevé, très rythmé. Bon, l'adversaire s'était quelque peu renforcé quand même. On avait l'espoir aussi, bien sûr, d'arracher cette qualification. Et je pense que sur ce match, la Mauritanie a vraiment, je dirais, mérité d'être dans le prochain chapeau pour ce tour préliminaire. Et aussi, je dirais, à travers la performance des joueurs qui laisse présager, je dirais, un bel avenir pour la nation. C'était un peu difficile quand même, mais on s'est sorti quoi. Avec une victoire, bon, ça nous a arrangé un peu. On a voulu la victoire et puis le bon Dieu nous a donné ça, quoi. Et puis on l'a fait pour tout le peuple mauritanien. À la sortie du salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott, les Mourabitoun ont été chaleureusement accueillis par une foule de supporters venus exprimer leur joie de voir l'équipe nationale poursuivre l'aventure continentale. Et la prochaine étape, c'est le vendredi prochain au Caire, où la Mauritanie connaîtra lors d'un tirage au sort son adversaire pour le second tour. En long et la... Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux du séminaire d'échange des expériences et de connaissances en matière de développement des compétences et de mise en œuvre des réformes dans le secteur des télécommunications entre l'autorité mauritanienne de régulation et ses consoeurs de la Turquie et de la Tunisie. L'atelier qui dure 2 jours et qui est organisé par l'autorité de régulation en collaboration avec la Banque mondiale porte sur l'examen et l'échange des expériences et des connaissances à travers l'organisation de 4 ateliers. Mohamed Abdallah Abba. Le secteur des télécommunications et celui de l'Internet ont franchi des étapes importantes. Pourtant, la régulation et la promotion des services restent un grand chantier national. Pour gagner ces paris, les régulateurs mauritaniens, tunisiens et turcs se sont rencontrés aujourd'hui à Nouakchott pour échanger les expériences et les connaissances dans ces domaines. Cette réunion est organisée dans le cadre du programme Coopération Sud-Sud pour le partage d'expériences soutenu par la Banque mondiale. Cette rencontre que je supervise aujourd'hui se situe dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays du Sud. Elle vise également à un échange d'expériences, au développement des capacités et à la régulation des télécommunications électroniques. C'est la 2e rencontre de ce genre. Elle est organisée suite à celle tenue en novembre 2013 à Ankara entre les représentants des autorités de régulation de la Mauritanie, de la Tunisie et de la Turquie. Le représentant de l'instance nationale des télécommunications de Tunisie, l'INT, et celui de l'autorité de l'information, de la technologie et de la communication de la Turquie, l'ICTA, ont tour à tour exprimé leurs dispositions pour accompagner les réformes entreprises par notre pays.
Des réformes saluées également par la Banque mondiale. La République islamique de Mauritanie, consciente de l'importance des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication pour son avenir, a engagé une deuxième vague de réformes pour poursuivre le développement harmonieux et soutenu du secteur des télécommunications et stimuler une nouvelle vague d'investissement dans les domaines du haut et du très haut débit. Il est en effet largement reconnu et démontré que le développement de l'accès au haut et au très haut débit génère des effets significatifs sur l'amélioration de la productivité du travail, de la compétitivité et donc de la croissance économique. Les exposés et les visites du terrain programmées tout au long des 2 jours devraient permettre d'envisager la signature de désaccords entre l'autorité de régulation mauritanienne et l'ICTA d'un côté et l'autorité de régulation mauritanienne et l'INT d'un autre côté. L'attribution des licences 3G, 4G et le développement des réseaux 3G et 4G sont concernés probablement par ces éventuels accords. À Zouérat, le comité technique issu de la commission ministérielle chargée du dossier des travailleurs non permanents à la SNIM, la Société nationale industrielle et minière, s'est réuni hier soir pour mettre en exécution une clause de l'accord conclu. L'objectif de cette réunion est d'exécuter la clause relative à la situation du groupe des 312 qui n'ont pas réussi au dernier examen, dont l'âge dépasse 50 ans. Abdoul Adamaba. On va vers la fin du phénomène de travailleurs journaliers au niveau de la SNIM, Société nationale industrielle et minière à Zouérat. La troisième vague de journaliers perçoivent sur ces images leur indemnité. Cette indemnisation est le résultat des accords entre la SNIM et les syndicalistes. Il faut indiquer par ailleurs que ce groupe de journaliers ont échoué lors de l'examen de régularisation des employés journaliers. Cette situation des journaliers constituait un casse-tête pour la SNIM depuis plus d'une dizaine d'années. Des précisions ont été apportées par le Wali du Trizemour, Abderrahman Ghatri. Ce dernier a rappelé l'importance de ces opérations. Cela ne constitue pour sa part que la matérialisation de la volonté et des instructions du président de la République qui a chargé les départements concernés de trouver une issue à ce problème. Quant au président de la commission ministérielle, Hamad Ould Meimou, il est revenu sur les termes de l'accord entre les deux parties. La phase d'aujourd'hui, c'est la phase d'indemnisation des travailleurs non permanents au niveau des catégories des travailleurs qui ont plus de 50 ans et des travailleurs qui n'ont pas eu la moyenne au test professionnel qui s'est déroulé il y a 2 semaines au niveau de Zouérat. Dans le cadre de l'exécution du procès verbal qui a été signé par la commission technique et les représentants des travailleurs à Nouakchott en novembre 2013 et qui a été validé par le comité interministériel chargé du suivi de la problématique des travailleurs non permanents de la SNIM, communément appelés journaliers. Les dispositions sont claires concernant donc ces 2 catégories de travailleurs. Il est stipulé dans ce procès verbal que les travailleurs qui sont âgés de plus de 50 ans doivent être indemnisés et que les travailleurs qui n'obtiennent pas au test professionnel une moyenne égale ou supérieure à 10 doivent également être indemnisés. Le niveau de ces indemnisations est aussi précisé dans ce procès verbal qui a été signé par l'ensemble des parties. Pour leur part, les employés bénéficiaires ont loué la neutralité et la transparence dans le processus de traitement des dossiers. C'est ce que cet employé a exprimé. En plus, il a remercié la SNIM, les syndicalistes et le président de la République. Selon lui, 512 employés ont été indemnisés. Les journaliers au niveau de la SNIM à Zouérat commencent à voir le bout du tunnel. Avec ces indemnisations, c'est la fin de calvaire qui a duré plus d'une dizaine d'années. La présidente de la Commission des droits de l'homme a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le démarrage des travaux de l'atelier national de formation au profit de formateurs de la société civile. Cet atelier a pour objectif de promouvoir et de protéger les droits de l'homme.
Le siège du parti Al-Fadila a abrité aujourd'hui une réunion pour le bureau de la coalition des partis de la majorité sous la présidence du président en exercice de la coalition, M. Adman ou le Cheikh Ahmed Dabil Maali. La coalition a publié un communiqué dans lequel elle a mis en exergue les réalisations faites sous la présidence de M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République, et ce, dans tous les domaines. La coalition a appelé le chef de l'État à se présenter aux prochaines élections présidentielles pour briguer un second mandat. L'initiative nommée Oui pour la réforme a organisé hier une manifestation politique au cours de laquelle le président de cette initiative a annoncé leur adhésion au parti de l'Union pour la République. Les intervenants à cette rencontre ont loué des réalisations accomplies dans notre pays durant ces dernières années, notamment celles relatives aux conditions de vie des populations démunies. Ils ont par ailleurs appelé les citoyens à s'enregistrer massivement sur la liste électorale. Le secrétaire exécutif chargé des droits de l'homme et des libertés a souhaité la bienvenue à cette initiative. L'ancienne Maison des Jeunes a abrité récemment une cérémonie politique organisée par l'initiative des jeunes sur la route de l'espoir. Les initiateurs de cette rencontre ont annoncé leur disponibilité à assumer la responsabilité à l'égard de la nation. Ils ont par ailleurs mis en exergue leur dévouement visant à faire réélire le président de la République pour un second mandat. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit en audience la directrice des opérations de l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. En vue de la modernisation de notre système sanitaire, le président de la République supervise la pose de la première pierre de l'Institut national d'hépatovirologie. Au cours d'une déclaration à la presse, le chef de l'État annonce sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain.